Mes parents ont refusé 90 000 € pour sauver la vie de ma fille, mais ils ont dépensé 350 000 € pour le mariage de leur fils prodigue, mon frère. Ils ont fait un choix. Ils ont choisi une fête plutôt que la vie de leur petite fille. Ils ont décidé que la lignée familiale, un héritier mâle, valait plus que le cœur battant de mon enfant. Des années plus tard, ruinés et désespérés, ils ont osé frapper à ma porte pour me demander de l'aide. Ils ne savaient pas que je n'étais plus la femme qu'ils avaient détruite. J'étais devenue leur jugement. Ceci est mon histoire. Avant que je ne vous raconte tout en détail, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de penser que nos histoires peuvent nous connecter à travers le monde. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de ce cauchemar. Je m'appelle Apolline, j'ai 31 ans, et ma vie est une histoire en 2 actes. Le premier acte était baigné de lumière. C'était ma vie avec Antoine. Nous nous étions rencontrés à l'université de Rennes. J'étais en lettres, il était en astrophysique. Il avait des yeux qui pétillaient comme des nébuleuses et un esprit qui voyageait plus loin que n'importe quelle sonde spatiale. Il parlait des étoiles comme si elles étaient ses amies intimes. Notre vie était simple, faite de promenades en forêt, de soirées à débattre de poésie et de physique quantique, et d'un amour si évident qu'il semblait être la force gravitationnelle de notre petit univers. Quand il a été diagnostiqué avec sa maladie cardiaque génétique, il a abordé la nouvelle avec la même curiosité scientifique que le reste. Il a étudié sa propre condition, a expliqué les complexités de son cœur défaillant comme s'il s'agissait d'une lointaine supernova. Mais la science n'a pas pu le sauver. Il est parti une nuit d'automne, à l'hôpital, en me tenant la main, son dernier souffle un murmure qui disait mon nom. J'étais veuve à 28 ans. Le deuxième acte, c'est ma vie après lui. Une vie dont le seul soleil était notre fille, Élise. Elle avait 7 ans, et elle était tout ce qui me restait de lui. Elle avait ses yeux, sa curiosité insatiable. Son rêve n'était pas d'être une princesse, mais une astronome, pour pouvoir parler aux étoiles comme son papa. Elle était ma raison de me lever le matin, la ancre qui m'empêchait de dériver dans l'océan de mon deuil. Et puis, la foudre a frappé une seconde fois au même endroit. Un essoufflement anormal après une course dans le parc, une visite chez le médecin, puis le verdict glacial du cardiologue pédiatrique. La même maladie. Le même héritage empoisonné. Le cœur d'Élise était une réplique miniature de celui de son père, une bombe à retardement génétique. Mais cette fois, il y avait une différence. La médecine avait progressé. Une nouvelle procédure chirurgicale, complexe, expérimentale, pratiquée dans une clinique spécialisée à Bruxelles, offrait une véritable chance. Pas une garantie, mais une chance solide. Le médecin m'a expliqué les détails, les risques, mais surtout, l'espoir. Puis il m'a donné le devis. 90 000 €. Un chiffre. Juste un chiffre sur un morceau de papier, mais il représentait un mur infranchissable entre ma fille et son avenir. J'ai liquidé la petite assurance vie d'Antoine, vendu les quelques bijoux de famille que je possédais, vidé mon livret A. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais, mais je n'arrivais qu'à une fraction de la somme. Il ne me restait qu'une seule option, la dernière, celle que je redoutais le plus, mes parents. Je suis arrivée chez eux un dimanche après-midi, le cœur lourd. Leur maison était un sanctuaire de l'ordre et de la prévisibilité, tout ce que ma vie n'était plus. Assis dans leurs fauteuils assortis, ils semblaient appartenir à un autre monde. J'ai exposé les faits, la voix tremblante mais précise, comme si j'étais une avocate plaidant la cause la plus importante de ma vie. À la fin, j'ai posé ma supplique sur la table, fragile et nue. J'ai besoin d'un prêt. 90 000 €. Mon père, Marcel, a blêmi. J'ai vu dans ses yeux une véritable lueur de compassion. Sa main a commencé à bouger, un mouvement presque imperceptible vers le bureau où se trouvaient les preuves de leur prospérité. Mais le regard de ma mère, Hélène, l'a arrêté net. C'était un regard d'acier, froid et désapprobateur. Elle a posé sa tasse, le son résonnant dans le silence. Apolline, a-t-elle dit, sa voix dénuée d'émotion, il faut être réaliste. Le mot est tombé comme une guillotine. Nous ne pouvons pas risquer l'épargne de toute une vie sur un pari. Ce n'est pas un pari, maman, c'est une chance.
La même chance qu'avait Antoine, a-t-elle rétorqué, la cruauté de la phrase me laissant sans voix. Elle a continué, son ton devenant professoral. Ton grand-père a tout perdu parce qu'il a pris une décision stupide basée sur l'émotion. Il a écouté son cœur et a ruiné notre famille. J'ai passé ma vie à réparer cette erreur. Je ne la referai pas. Chaque centime que nous possédons a été gagné en étant pragmatique, en ne laissant jamais les sentiments interférer avec les finances. Mes yeux se sont tournés vers mon père. Il a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. Ta mère a raison, a-t-il murmuré. C'est trop risqué. Les larmes que je retenais ont finalement coulé. Mais c'est Élise. Votre seule petite fille. Tout ce qui me reste d'Antoine. Maman, papa, je vous en supplie. J'ai déjà dû regarder mon mari mourir. Je ne peux pas rester là à regarder Élise partir de la même manière. Ma mère est restée de marbre. Le chagrin te fait perdre la tête. Nous ne pouvons pas t'aider. C'est notre dernier mot. Je suis partie, non seulement avec un refus, mais avec la certitude glaçante que dans cette famille, l'amour était un passif, une dette, un risque financier qu'il n'était pas prêt à prendre. La semaine qui a suivi a été un purgatoire. Chaque jour, l'ombre de la mort d'Antoine planait un peu plus sur le visage de notre fille. Le dîner dominical suivant était une torture. L'air était lourd de non-dits. Mes parents parlaient de tout et de rien, avec une énergie forcée, comme pour combler le gouffre qui venait de s'ouvrir entre nous. Puis, la porte s'est ouverte sur mon frère, Bastien, et sa fiancée, Camille. Ils étaient l'image même de la réussite, beaux, confiants, vêtus de marques de luxe discrètes. Bastien, le fils en or, le financier parisien qui avait toujours été le centre du système solaire familial. Camille, issue d'une famille dont le nom ouvrait des portes, était son parfait complément. Leur arrivée a balayé la tension, remplaçant le malaise par une excitation palpable. Au milieu du repas, Bastien s'est levé, rayonnant. Maman, papa, Apolline. Camille et moi avons une annonce à vous faire. Nous allons nous marier. Ce fut une explosion de joie. Ma mère a pleuré, mon père a ouvert une bouteille de champagne qu'il gardait pour les grandes occasions. Ma propre tragédie a été instantanément oubliée, balayée sous le tapis d'une célébration plus importante. J'ai murmuré mes félicitations, ma voix se perdant dans le brouhaha. Assise à table, Camille a commencé à décrire son mariage de rêve. J'ai toujours rêvé d'un mariage de conte de fées, a-t-elle dit, les yeux brillants. Dans un véritable château de la Loire, avec des centaines d'invités, quelque chose d'inoubliable. L'idée a immédiatement séduit mes parents. C'était plus qu'un mariage pour eux, c'était un couronnement. Le couronnement de leur fils, l'union de leur nom avec un autre, plus prestigieux. Un château, bien sûr, s'est exclamé mon père. Rien n'est trop beau pour mon fils. Ma mère a ajouté, en me jetant un regard oblique, un regard que je n'ai que trop bien compris, ce sera un investissement dans l'avenir de notre famille. Nous devons faire les choses bien, pour être à la hauteur de la famille de Camille. Le budget ne sera pas un problème. Le budget ne sera pas un problème. La phrase m'a frappé comme un coup de poing. Plus tard, Bastien m'a prise à part dans la cuisine. Il a posé une main condescendante sur mon épaule. Tu vois, Apolline, a-t-il dit avec un air de supériorité, c'est ça, le résultat quand on fait les bons choix dans la vie. On ne peut pas tous avoir cette chance, évidemment. La remarque était une attaque directe, non seulement contre ma situation, mais aussi contre la mémoire d'Antoine, l'homme qu'il n'avait jamais jugé assez bien pour moi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai surpris une bribe de leur conversation téléphonique. Ils parlaient avec un organisateur de mariage. J'ai entendu des chiffres qui m'ont donné le vertige. Oui, le budget est d'environ 350 000 €. Il faut que ce soit parfait. 350 000 €. Pour une fête. Pour leur investissement. Ils appelaient ça s'occuper de l'avenir, mais je ne voyais qu'un présent où ma fille était délibérément sacrifiée sur l'autel de leur vanité. Le désespoir est un étrange carburant. Face au mur de ma famille, une nouvelle énergie a surgi en moi, celle d'une lionne protégeant son petit. Si le monde ne voulait pas l'aider, j'allais le forcer à voir.
J'ai lancé une campagne de financement participatif en ligne, avec une détermination que je ne me connaissais pas. J'ai passé des nuits à écrire, à réécrire, à trouver les mots justes pour décrire ma fille sans la réduire à sa maladie. J'ai parlé de son rire, de son obsession pour la planète Saturne, de la façon dont elle tenait mon visage entre ses petites mains en me disant que j'étais la plus belle maman de tout l'univers. J'ai mis en ligne la photo d'elle et d'Antoine, un souvenir poignant de ce que nous avions été, et de ce que nous risquions de perdre à nouveau. La réponse a dépassé toutes mes attentes. L'histoire a touché une corde sensible. Les dons ont commencé à affluer, de quelques euros à des sommes plus importantes. Des messages de soutien m'arrivaient du monde entier. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus seule. J'ai senti la force d'une communauté invisible se tisser autour de moi et de ma fille. La cagnotte a atteint 10 000, puis 20 000, puis 35 000 euros. L'objectif semblait encore lointain, mais il n'était plus impossible. L'espoir était tangible. Mais cet espoir, cette vague de sympathie, était insupportable pour mon frère. Mon succès, même né de la tragédie, était une offense à sa propre grandeur. Il ne pouvait tolérer que je ne sois pas la veuve éplorée et impuissante qu'il avait décidé que j'étais. Il a donc décidé d'agir. Non pas ouvertement, ce qui aurait terni son image impeccable, mais en coulisses, avec le venin de la manipulation. C'est ma tante Geneviève, la sœur de ma mère, qui m'a alertée. Elle m'a appelé un soir, la voix chargée d'inquiétude et de colère. « Apolline, ma chérie, je dois te dire quelque chose. » Bastien a appelé toute la famille. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» ai-je demandé, le cœur serré. « Il joue un rôle » a-t-elle expliqué, sa voix pleine de dégoût. « Il se fait passer pour le grand frère protecteur. Il dit à tout le monde que tu es fragile, que depuis la mort d'Antoine, tu n'as plus toute ta tête, surtout avec l'argent. Il leur dit que le mieux, c'est de lui envoyer leurs dons à lui, qu'il va tout centraliser et gérer pour s'assurer que l'argent est bien utilisé. Il te fait passer pour une incapable. » Le choc m'a coupé le souffle. Il utilisait mon deuil, la mémoire de mon mari, comme une arme contre moi. Plusieurs personnes l'ont cru, a continué ma tante. Ton oncle Robert m'a dit qu'il lui avait déjà fait un virement. Il pensait bien faire. Le mal était fait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu l'élan de ma campagne ralentir. Certains membres de la famille qui m'avaient promis leur aide sont devenus évasifs. Bastien avait réussi à semer le doute, à empoisonner le puits de la générosité. Il ne volait pas seulement de l'argent, il volait du temps. Du temps précieux qu'Élise n'avait pas. Bien sûr, l'argent qu'il a collecté n'est jamais arrivé. Quand je lui ai demandé des comptes, il a nié, disant que les gens n'avaient finalement pas donné autant que prévu. Il était un menteur accompli. Il ne voulait pas seulement que ma fille meure, il voulait que le monde croie que j'avais échoué à la sauver. Il voulait être celui qui avait raison depuis le début. Il voulait me voir seule, vaincue et brisée. Il ne savait pas encore que ce qu'il avait brisé en moi n'était pas mon esprit, mais les dernières chaînes de l'amour filial. Le coup de téléphone qui a scellé le destin de ma famille est arrivé un mardi soir. J'étais épuisée. La campagne de financement stagnait, l'état d'Élise se dégradait lentement, et chaque jour était une bataille. Quand j'ai vu le nom de ma mère s'afficher, une part de moi, une part folle et désespérée, a cru qu'elle appelait pour s'excuser. « Allô ?» Sa voix était sèche, autoritaire. « Apolline, je t'appelle pour le cadeau de mariage de Bastien. » Le contraste entre mes préoccupations mortelles et sa futilité était si violent que j'ai eu un rire sans joie. « Tu plaisantes, j'espère. » « Je ne plaisante absolument pas, a-t-elle rétorqué, piquée. Nous avons décidé de lui offrir une montre d'une grande marque. C'est un symbole de statut. C'est important pour sa carrière, pour son image face à la famille de Camille. La participation de la famille proche est de 1 000 euros. Je m'attends à ce que tu fasses ta part. J'ai fermé les yeux, essayant de contenir la rage qui montait en moi. Maman, je n'ai pas d'argent. Chaque centime que je possède va dans les médicaments d'Élise. Tu le sais très bien. Oh, arrête avec ça, s'est-elle exclamée, l'exaspération perçant dans sa voix. Tu ne peux pas toujours tout ramener à tes problèmes. Le monde ne tourne pas autour de toi et de ta fille. Il y a d'autres choses importantes dans la vie, comme l'avenir de ton frère. C'est là que j'ai essayé,
une dernière fois, de faire appel à son cœur. Maman, s'il te plaît. Souviens-toi quand Élise était bébé. Tu l'aimais. Tu la prenais dans tes bras. Qu'est-ce qui a changé? Ma tentative de la toucher n'a fait qu'attiser sa fureur. C'est là qu'elle a prononcé les mots qui ont tout anéanti. Ce qui a changé, c'est que je suis devenue réaliste, a-t-elle hurlé. Je vois les choses telles qu'elles sont, pas comme je voudrais qu'elles soient. Tu dois comprendre ce qui est important pour cette famille. Bastien est un homme, il est le pilier, celui qui va perpétuer notre nom. C'est lui, l'héritier. Ce mariage, c'est pour asseoir son statut, pour qu'il nous donne un petit-fils, un vrai successeur. Pour qu'il assure la lignée. Elle a marqué une pause, et sa voix est devenue plus basse, plus venimeuse encore. Ta fille, elle n'est, après tout, qu'une fille. Une impasse. Elle est une cause perdue, tout comme son père l'a été. Arrête de t'accrocher à ce qui est déjà perdu, Apolline. Accepte le destin. Le silence qui a suivi était absolu. Les mots flottaient dans l'air entre nous, perpétuer le nom, héritier, cause perdue, juste une fille. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une déclaration de valeur. Une hiérarchie cruelle où la vie de ma fille était au plus bas de l'échelle, jugée inutile, jetable. Vous entendez ça? Ce n'était plus de l'égoïsme ou de la peur. C'était un verdict. Il ne refusait pas seulement de sauver ma fille, il jugeait que sa vie ne méritait fondamentalement pas d'être sauvée. Que auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires, car à ce moment-là, je me sentais plus seule que jamais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Une sensation de froid intense s'est emparée de moi. J'ai compris que je ne parlais pas à ma mère. Je parlais à une étrangère. J'ai doucement raccroché. Ce n'est pas seulement l'espoir qui est mort ce soir-là. C'est la petite fille en moi qui croyait encore en l'amour de ses parents. Ils avaient prononcé une sentence de mort sur mon enfant. Ils venaient de signer la leur dans mon cœur. Après l'appel de ma mère, la lutte a changé de nature. Je ne me battais plus pour convaincre ma famille, je me battais contre le temps. Mais le temps est un adversaire invaincu. 2 semaines plus tard, l'inévitable s'est produit. Une nuit, la respiration d'Élise est devenue si faible, si erratique, que j'ai su. J'ai appelé l'ambulance, et nous nous sommes retrouvés dans le silence aseptisé de l'hôpital, un lieu que je connaissais trop bien. Le cardiologue m'a prise à part. Son visage était empreint d'une tristesse sincère. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de mots. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, Apolline. Il est temps d'appeler votre famille. Tous ceux qui voudraient lui dire au revoir. Le cœur vide, j'ai composé le numéro de mes parents. Mon père a répondu, le bruit de fond d'un restaurant chic en arrière-plan. Apolline? Est-ce que c'est important? Nous sommes en pleine dégustation avec le traiteur étoilé pour le mariage, c'est très délicat. Élise est en train de mourir, ai-je dit, les mots sortant de ma bouche comme des objets étrangers. Le médecin parle de jours. Peut-être même d'heures. Un silence, puis un « mal à l'aise ». Nous allons essayer de passer demain. Nous avons un emploi du temps très chargé, tu comprends, avec le mariage qui approche. Ils sont venus le lendemain. Ils portaient des vêtements élégants, clairement choisis pour un autre rendez-vous plus festif. Ils sont restés 20 minutes. 20 minutes pour dire adieu à leur seule petite fille. Élise dormait, sous l'effet de la morphine. Elle était pâle, si petite dans ce grand lit d'hôpital. Ma mère a sorti un mouchoir, a essuyé une larme invisible et a commenté à voix basse la propreté douteuse des rideaux de la chambre. Mon père, lui, se tenait près de la porte, comme s'il avait peur d'être contaminé par le chagrin. Son téléphone a vibré. Il a répondu discrètement, parlant de « caisse de vin » et de « confirmation du photographe ». Bastien n'est pas venu. Il a envoyé un SMS. Terriblement désolé d'apprendre ça. Je suis coincée à Paris pour les derniers essayages de mon costume. C'est la folie. Je pense fort à vous. Ses pensées étaient avec nous, mais son corps était chez un tailleur de luxe. Au milieu de cette mascarade, un miracle s'est produit. Élise a ouvert les yeux. Elle n'a pas regardé ses grands-parents. Son regard, laiteux et lointain, a trouvé le mien. Sa voix n'était qu'un souffle.
Maman, a-t-elle murmuré, est-ce que je vais bientôt voir papa? La question m'a transpercée, un mélange de douleur et d'un étrange réconfort. J'ai pris sa petite main dans les miennes, j'ai embrassé son front. Oui, mon amour. Oui, tu vas bientôt voir papa. Mes parents n'ont pas réagi. Ils se sont échangés un regard gêné. Peu de temps après, mon père a déclaré, nous devons vraiment y aller. Le fleuriste nous attend pour valider les centres de table. Ils sont partis. Ils ont quitté la chambre d'hôpital de leur petite fille mourante pour aller choisir des fleurs. Élise est partie 2 jours plus tard, un mardi matin, à l'aube. Elle s'est endormie pour toujours, sa main dans la mienne. L'infirmière qui a constaté le décès a pleuré avec moi. Elle a montré plus d'humanité en 5 minutes que ma famille en 5 ans. Quand j'ai appelé ma mère pour lui annoncer que c'était fini, sa première réaction a été de glacer le sang qui me restait. Allô, maman. C'est fini. Élise est partie. Le silence au bout du fil a duré 1 seconde de trop. Puis sa voix, non pas brisée par le chagrin, mais tendue par l'agacement. Oh, non. Apolline? Quel terrible timing. Quel terrible timing. Ces 3 mots sont devenus le symbole de tout ce qu'ils étaient. Ma fille, leur petite fille, venait de rendre son dernier souffle, et leur première préoccupation était leur agenda. Le deuil était un contretemps, une perturbation dans le déroulement parfait de leurs festivités. Malgré le brouillard de douleur, j'ai commencé les préparatifs. J'ai agi comme un automate, choisissant un petit cercueil blanc, commandant des anémones, les fleurs préférées d'Élise. J'ai fixé la cérémonie pour le vendredi, pensant naïvement que cela leur laisserait le temps de faire le deuil avant de passer au mariage du dimanche. Le mercredi soir, ma mère a rappelé. Sa voix était mielleuse, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Apolline, ma chérie. Je sais que c'est une période difficile, mais nous devons parler de l'organisation. Il n'y a rien à organiser, maman. Tout est prêt pour vendredi. Oui, justement, c'est le problème, a-t-elle dit. Le vendredi est absolument impossible pour nous. Nous avons la répétition de la cérémonie au château à 16h, et ensuite le dîner de répétition à 20h. Tous les invités de la famille de Camille arrivent ce jour-là. C'est crucial. Tu ne pourrais pas déplacer la cérémonie à jeudi? Ou même la reporter à la semaine prochaine? Ce serait tellement plus respectueux pour tout le monde. Respectueux. Elle a osé utiliser le mot « respectueux ». Je devais déplacer l'enterrement de ma fille pour ne pas déranger leur dîner. Non, ai-je répondu, ma voix vide de toute inflexion. Mais Apolline, sois raisonnable. Pense un peu à ton frère. C'est le plus beau jour de sa vie. Et vendredi sera le jour où j'enterre ma fille, ai-je rétorqué avant de raccrocher. Les funérailles ont été une cérémonie intime et déchirante. Ma tante Geneviève était là, son visage baigné de larmes. Quelques collègues, des amis proches. Une vingtaine de personnes en tout. Mes parents sont arrivés avec 45 minutes de retard, juste avant le début. Ils portaient des tenues sombres mais élégantes, clairement choisies pour pouvoir enchaîner avec leur soirée mondaine. Ils sont restés pendant le service, le visage fermé, l'air absent. Dès la dernière prière, ils se sont levés. Ma mère s'est approchée de moi. Nous devons filer, a-t-elle murmuré, déposant sur ma joue une bise qui n'a jamais touché ma peau. Bastien est en pleine crise à cause du plan de table. C'est un cauchemar logistique. Mais c'était une très jolie cérémonie, Apolline. De très bon goût. De très bon goût. Les funérailles de ma fille de 7 ans étaient de très bon goût. Je les ai regardés partir, pressés de retourner à leurs problèmes de riches, à leur cauchemar logistique. Et j'ai su, avec une certitude absolue, qu'à cet instant précis, je venais de les enterrer eux aussi. Ils étaient sortis de ma vie pour toujours. Les 4 années qui ont suivi ont été une longue et lente reconstruction sur un champ de ruines. La première année a été la plus sombre. Les dettes médicales, un monstre à plusieurs têtes, m'ont finalement rattrapé. J'ai dû faire face à l'humiliation de la faillite personnelle. J'ai perdu mon appartement, celui où résonnait encore le rire d'Élise.
J'ai emménagé dans un petit studio au-dessus d'une boulangerie bruyante, dont l'odeur de pain chaud était parfois le seul réconfort de mes journées. J'étais seule, endettée, et brisée. Il y avait des nuits où la douleur était si intense que j'avais l'impression de me noyer. Je regardais la seule photo que j'avais gardée sur ma table de chevet, Antoine et moi, tenant une Élise nouveau-née. Notre petite famille. Anéantie. Dans ces moments-là, je me demandais si la haine qui couvait en moi n'allait pas me consumer entièrement. Je pensais à Antoine, à sa douceur, et je me demandais s'il aurait approuvé cette rage froide qui devenait mon moteur. Étais-je en train de devenir comme eux, le cœur fermé à tout sauf à mon propre objectif? Mais le matin, je me levais. Je me levais parce que renoncer aurait été leur donner raison. Renoncer aurait été admettre que la vie d'Élise était, comme ma mère l'avait dit, une cause perdue. Alors, j'ai transformé mon chagrin en carburant. J'ai décidé de me reconstruire, non pas par vengeance, mais par devoir de mémoire. Je me suis inscrite à des cours du soir à l'université pour obtenir un master en administration de l'éducation. Mes journées étaient un marathon, j'enseignais au collège, je rentrais, je mangeais un repas frugal en corrigeant des copies, puis j'étudiais jusqu'à tard dans la nuit. Le sommeil était un luxe. Mais chaque diplôme obtenu, chaque petite victoire professionnelle, était une brique de plus dans la forteresse que je bâtissais autour de mon cœur. Pendant ce temps, j'étais un fantôme qui les observait. Les réseaux sociaux étaient ma fenêtre sur leur monde, un monde de célébration ininterrompue. J'ai vu les photos du mariage de Bastien, aussi somptueux que promis. J'ai vu la naissance de leur premier enfant, un garçon, bien sûr. Et j'ai lu le commentaire de ma mère sous la photo, enfin grand-mère. Le début d'un nouveau chapitre merveilleux. J'ai fait une capture d'écran, le cœur glacé. Élise n'avait pas été un chapitre pour elle. Elle n'avait même pas été une phrase. Je n'étais pas complètement seule. Ma tante Geneviève m'appelait chaque dimanche. Elle ne posait pas de questions, elle écoutait. Une de mes collègues, Sandrine, est devenue ma meilleure amie. Elle devinait les jours où le chagrin était trop lourd et se présentait à ma porte avec une bouteille de vin et un repas chaud, sans que j'aie besoin de demander. J'ai lentement reconstruit une famille, non pas basée sur le sang, mais sur la gentillesse, la loyauté et le respect mutuel. 3 ans après la mort d'Élise, j'ai été nommée directrice de mon collège. Le jour de ma nomination, je suis allée au cimetière. Je me suis assise entre les 2 tombes, celle d'Antoine et celle d'Élise. On a réussi, ai-je murmuré. Je ne suis plus faible. Je ne suis plus seule. Et je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais. J'avais une situation stable, une nouvelle force intérieure, et un dossier méticuleusement compilé de toutes leurs dépenses, de toutes leurs paroles, de toutes leurs trahisons. J'avais appris à vivre avec ma douleur, à la transformer en une armure d'acier. J'étais prête. Tout ce qu'il me fallait, c'était une opportunité. Le destin, ou peut-être l'univers, a un sens de l'ironie parfois macabre. L'opportunité que j'attendais est arrivée un soir de printemps, sous la forme d'un email de ma tante Geneviève. Le titre était sobre, des nouvelles de la famille. Mon cœur a manqué un battement. J'ai cliqué. Ma chère Apolline, commençait le message, je sais que tu as demandé à ne plus entendre parler d'eux, mais je pense que tu dois savoir. Ton père a été victime d'une escroquerie. Il a investi toutes leurs économies, tous leurs fonds de pension, dans un placement qui s'est avéré être une pyramide de Ponzi. L'organisateur a disparu. Ils ont tout perdu. Absolument tout. La banque va saisir la maison le mois prochain s'ils ne remboursent pas le solde du crédit. Ils sont aux abois. Je suis restée figée, les mains sur le clavier. Ruinée. Le mot tournait en boucle dans ma tête. Leur forteresse dorée, construite sur l'indifférence et la vanité, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas de satisfaction. Juste une sorte de reconnaissance froide. Le cycle était en train de s'achever. Une semaine plus tard, à la tombée de la nuit, on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. C'était lui. Mon père. Il avait l'air d'un homme brisé. Il avait vieilli de 20 ans. Son manteau était usé, ses épaules affaissées. L'ombre de l'homme fier et distant que j'avais connu.
J'ai entrouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité. L'air frais de la nuit s'est engouffré dans mon appartement. Apolline, a-t-il dit, son nom un souffle rauque. Nous devons te parler. Parler de quoi? Ma voix était neutre, sans chaleur. Puis-je entrer? Non. Le mot a semblé le frapper. Il a accusé le coup, avant de continuer, le regard fixé sur mes pieds. Écoute, je sais que nous avons fait des erreurs. Mais nous sommes ta famille. Nous avons besoin d'aide. Nous allons tout perdre. La maison. Je sais, l'ai-je coupé. Il a relevé la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. Alors tu sais. Nous avons besoin d'un prêt. Juste pour sauver la maison. La banque nous réclame 95 000 € pour solder le crédit et arrêter la saisie. 95 000 €. Le chiffre, si proche de l'autre, a résonné en moi. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis, sans un mot, je me suis retournée. Je suis allée à la cheminée de mon salon, j'ai pris le cadre photo que je regardais tous les soirs. La photo d'Antoine et d'une petite Élise riant aux éclats. Je suis revenue à la porte et je l'ai tenue devant lui, à travers l'entrebâillement. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, attendant. Son visage s'est décomposé. Il n'a pas osé regarder la photo. Son regard a fui, cherchant une issue qui n'existait pas. Il a commencé à trembler. Il savait. Il comprenait le marché silencieux que je lui proposais. Il me demandait de sauver ses murs avec le prix de la vie qu'il avait laissé s'éteindre. Il n'a pas pu soutenir mon regard. Il n'a pas pu affronter les fantômes que je venais d'invoquer. Il savait, et je savais, qu'il ne me demandait pas seulement de l'argent. Il me demandait l'absolution. Et j'allais lui en faire payer le prix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai accordé à mon père une dernière phrase avant de refermer la porte. Samedi. 2 heures. Dans mon appartement. Toi, maman et Bastien. Tous les 3. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je les ai laissés dans l'incertitude. J'ai ignoré les appels de ma mère, les messages textes de Bastien, qui oscillaient entre la supplication et la menace voilée. Je voulais qu'ils goûtent à la peur, à l'angoisse de ne pas savoir, ce sentiment qui avait été mon quotidien pendant si longtemps. Le samedi, ils sont arrivés à leur pile. Ils ressemblaient à des étrangers dans mon petit appartement, un lieu rempli de livres, de photos d'Élise, de vie. Ils se sont assis en randonnion sur mon canapé, mal à l'aise. Mon père, l'air d'un condamné. Ma mère, le visage fermé, mais ses mains crispées sur son sac trahissaient sa nervosité. Et Bastien, arrogant même dans la défaite, balayant la pièce d'un regard méprisant. Je suis restée debout, en position de force. J'ai posé un dossier épais sur la table basse devant eux. Nous sommes ici parce que vous avez besoin de 95 000 €, ai-je commencé, ma voix calme et posée. Mais avant de parler de votre avenir, nous allons parler de mon passé. J'ai ouvert le dossier. La première page était le devis de l'hôpital belge. 90 000 €. Je l'ai laissé bien en évidence. Vous vous souvenez de ça? Le silence était leur seule réponse. Ma mère fixait un point invisible sur mon tapis. J'ai sorti la 2e page. Une estimation détaillée des 350 000 € de leur mariage. J'ai commencé à énumérer les postes de dépenses à voix haute. Location du château, 70 000 €. Traiteur étoilé, 50 000 €. Robe de créateur, 15 000 €. Fleurs, 20 000 €. Arrête ça, a grogné Bastien. On a compris. Non, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Tu n'as rien compris. Tu n'as jamais rien compris. J'ai alors sorti la dernière pièce du puzzle. La photo d'Élise, si fragile dans son lit d'hôpital. Je l'ai posée délicatement sur le dessus du dossier. Voilà ce que vous avez échangé contre des feux d'artifice et des petits fours au champagne. Ma mère a commencé à pleurer. Des sanglots secs, sans larmes. Nous sommes désolés, Apolline. C'était une terrible erreur. Une erreur, ai-je répété,
ma voix devenant plus dure. Une erreur, c'est de se tromper de chemin, refuser de sauver son unique petite fille alors qu'on s'apprête à dépenser une fortune pour une fête, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. C'est une déclaration de principe. Je me suis approchée. Parlons de principe, maman. Parlons de cette conversation téléphonique où tu m'as expliqué la valeur d'un héritier mâle et l'inutilité d'une fille. Parlons des mots, perpétuer le nom et cause perdue. Tu t'en souviens? Elle est devenue livide. J'ai vu le choc sur les visages de mon père et de Bastien. Ils ignoraient jusqu'où était allée sa cruauté. Pour la première fois, elle était exposée, même devant les siens. Alors, non, ai-je continué. Nous n'allons pas parler d'erreur. Nous allons parler de choix. De vos choix. Et des conséquences. La pièce était silencieuse. Ils pensaient que je les humiliais pour le plaisir. Ils ne comprenaient pas que chaque mot, chaque document, faisait partie d'un rituel. Un rituel nécessaire avant l'acte final. Ils ne savaient pas que je n'étais pas venu pour les détruire, mais pour leur offrir une transaction. Le silence s'est étiré, lourd de culpabilité et de ressentiment. J'ai laissé la photo d'Élise sur la table, son faible sourire nous jugeant tous. Puis, j'ai sorti un dernier document de mon dossier. Ce n'était pas une preuve de leur crime, mais un symbole de leur seule issue. Un chèque. Je l'avais rempli le matin même, d'une main ferme. Il était au nom de mon père. Le montant était de 90 000 €. Pas un centime de plus. Leurs 3 pères dieux se sont fixés sur le chèque comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. L'espoir, dans ce qu'il a de plus primaire et de plus désespéré, a transfiguré leur visage. Je vais vous donner cet argent, ai-je annoncé, et j'ai entendu mon père laisser échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis des heures. Mais il y a des conditions. 2 conditions, non négociables. N'importe quoi, Apolline, s'est empressé de dire mon père. Nous signerons ce que tu veux. Une reconnaissance de dette, un plan de remboursement. Ma première condition n'a rien à voir avec l'argent, l'ai-je coupé. L'argent, je vous le donne. Considérez-le comme le prix de ce que je vais exiger. Ma première condition est une confession. Publique. Devant moi. Je veux que vous le disiez. À voix haute. Chacun d'entre vous. Je veux que vous regardiez cette photo d'Élise et que vous prononciez cette phrase exacte, nous avons choisi le mariage plutôt que la vie d'Élise. Nous avions l'argent, mais nous avons refusé d'aider. Le choc a été total. Bastien a été le premier à réagir. C'est de la torture psychologique. C'est pervers. Pervers, ai-je rétorqué, un sourire sans joie aux lèvres. Pervers, c'est de laisser mourir sa nièce pour s'offrir un mariage de prince. Ceci, c'est juste la vérité. Je veux l'entendre. C'est le prix à payer. Pas de confession, pas de chèque. La banque saisit votre maison lundi. Le choix est simple. Le premier à céder fut mon père. Son corps entier s'est affaissé. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Il a fixé la photo et, d'une voix étranglée, il a prononcé les mots. Nous avons choisi le mariage plutôt que la vie d'Élise. Nous avions l'argent, mais nous avons refusé d'aider. Ma mère a suivi. Elle a craché les mots avec un venin qui montrait qu'elle cédait à la nécessité, pas au remords. Puis, tous les regards se sont tournés vers Bastien. Il me défiait du regard, le visage rouge de fureur. Tu es un monstre. Je suis le monstre que vous avez créé, ai-je répondu. Ta fierté vaut-elle plus que le toit de tes parents? Il a lutté, mais la vision de sa vie confortable, de l'héritage parental s'évaporant, a été plus forte. Il a détourné les yeux de la photo, a fixé le mur et a marmonné la phrase. Bien, ai-je dit. Maintenant, la deuxième condition. J'ai sorti un contrat rédigé par un avocat. Ceci est un accord de non-contact. Il stipule qu'en échange de cette somme, qui est un don et non un prêt, vous acceptez de disparaître de ma vie. Définitivement. Pas d'appel. Pas de message. Pas de carte de vœux. Si nous nous croisons dans la rue, nous sommes des étrangers. Vous allez me rayer de votre existence, comme vous avez rayé Élise de votre mémoire. Ils ont signé. Sans un mot.
Ils ont échangé leur fille contre leur maison. J'ai pris le contrat, je leur ai tendu le chèque. Voilà. Ce n'est pas du pardon. C'est une transaction. Maintenant, partez. Ils sont partis. Ils pensaient que le cauchemar était terminé. Ils ne savaient pas que l'acte final venait à peine de commencer. Dès que leur voiture a disparu au coin de la rue, j'ai fermé la porte. Je ne me sentais ni victorieuse, ni heureuse. Juste vide. Mais d'un vide déterminé. Le rituel était presque achevé. Il ne manquait plus que l'acte final. Je me suis assise à mon bureau, l'ordinateur portable ouvert. Dans mes brouillons, un email attendait depuis des mois. Le destinataire était ma tante Geneviève. L'objet était simple, mais lourd de sens, la vérité sur Élise. En pièce jointe, il n'y avait qu'un seul fichier. Un document PDF que j'avais nommé « Chronologie d'un choix ». Sur 10 pages, j'avais méticuleusement assemblé la vérité. Ce n'était pas une diatribe pleine d'émotions. C'était un rapport factuel, clinique, et c'est ce qui le rendait si dévastateur. Il y avait la chronologie des événements, avec des dates précises. La date du diagnostic. La date de ma demande de prêt. La date de l'annonce du mariage. La date de la mort d'Élise. La date des funérailles. La date du mariage. Il y avait des scans. Le devis de l'hôpital. La page de ma campagne de financement. Il y avait des captures d'écran. Les commentaires de ma mère sur Facebook, se réjouissant d'être enfin grand-mère, avec la naissance du fils de Bastien. Il y avait des transcriptions. Celle de mon appel avec Bastien où il admettait avoir centralisé les dons. Et la plus accablante de toutes, la transcription de l'appel où ma mère avait prononcé sa sentence. Perpétuer le nom, cause perdue, juste une fille. Il y avait des photos. Celle d'Élise à l'hôpital, juxtaposée à celle, volée sur les réseaux sociaux, de la dégustation de vin au château, de l'essayage de la robe. C'était un réquisitoire silencieux, une mosaïque de faits qui, une fois assemblée, peignait un portrait d'une cruauté monstrueuse. Le texte de l'email était court. Chère tante Geneviève, tu as toujours été une lumière dans mon obscurité, et tu mérites de connaître la vérité dans son intégralité. J'ai porté ce fardeau seul pendant trop longtemps. Aujourd'hui, je choisis de le partager. Je pense que notre famille a le droit de savoir. Pas ma version de l'histoire, mais les faits. Ils ont le droit de savoir pourquoi Élise n'est plus là, et quels choix ont été faits par ceux qui auraient dû la protéger. Je te confie ce document. Fais en ce que tu jugeras juste. Avec tout mon amour. Apolline. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Un simple clic. Mais je savais que ce clic était l'équivalent numérique d'une bombe. Le chèque de 90 000 € allait sauver leur mur en briques et en mortier. Mais cet email allait réduire en cendres les fondations de leur vie sociale, de leur réputation, de leur honneur. Ils avaient leur argent. Mais leur nom, celui qu'ils chérissaient tant, était désormais marqué au fer rouge. La bombe a explosé avec une rapidité et une efficacité que même moi, je n'avais pas anticipées. Ma tante Geneviève, une femme de principe et de caractère, n'a pas hésité. Elle a transféré l'email à une liste de diffusion contenant tous les membres de la famille élargie, des oncles les plus proches aux cousins les plus éloignés. Le premier à réagir fut Bastien. Il m'a appelé d'un numéro masqué, hurlant, incohérent. Tu es folle. Tu as tout détruit. Notre famille, notre nom. Comment as-tu pu faire ça? Je n'ai rien fait, Bastien, ai-je répondu, ma voix d'un calme olympien. J'ai simplement présenté les faits. Si la vérité vous détruit, c'est peut-être que vous étiez construit sur des mensonges. Les actions ont des conséquences. C'est la leçon la plus simple du monde. Il est temps que vous l'appreniez. J'ai raccroché. Les semaines suivantes, les échos du cataclysme me parvenaient par l'intermédiaire de ma tante. La famille s'était déchirée. Des appels téléphoniques furieux avaient été échangés. Des branches entières de la famille avaient officiellement coupé les ponts avec mes parents et mon frère. Mes parents sont devenus ce qu'ils craignaient le plus, des parias. Leurs amis de longue date, mis au courant par des cousins indignés, ont commencé à prendre leur distance. Les invitations à dîner se sont taries.
Le club de golf où mon père aimait tant se montrer est devenu un lieu de silence pesant lorsqu'il entrait dans une pièce. Ils ont gardé leur maison, mais elle est devenue une forteresse assiégée, un rappel constant de leur isolement. Bastien, lui aussi, a payé le prix. La famille de sa femme, Camille, bien que soutenant officiellement leur fille, était mortifiée par le scandale. L'image de perfection qu'il projetait s'était fissurée. Sa progression de carrière a marqué un temps d'arrêt. Le nom qu'il voulait tant honorer était désormais entaché. Ma tante m'a raconté une dernière conversation qu'elle a eue avec ma mère. Acculée, Hélène n'a montré aucun remords. Au lieu de cela, elle s'est drapée dans le rôle de la victime. « Vous ne comprenez donc pas ?» aurait-elle crié à ma tante. « Cette fille est une veuve malheureuse et aigrie. Elle a perdu son mari, elle a perdu son enfant, et son seul but dans la vie est de nous entraîner dans sa misère pour ne pas être seule dans son malheur. » En entendant ces mots, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Il n'y avait rien à sauver. Aucune possibilité de pardon. Leur punition n'était pas ma vengeance, c'était simplement le reflet de leur propre vide intérieur, désormais exposé à la vue de tous. Ils avaient choisi la façade plutôt que le cœur. Désormais, ils n'avaient plus ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, plusieurs années se sont écoulées. La poussière est retombée, et le silence est devenu ma norme. Un silence paisible. Je n'ai plus jamais eu de contact avec eux, et le vide qu'ils ont laissé a été comblé par quelque chose de bien plus authentique. La haine, ce compagnon constant de mes nuits blanches, s'est doucement retiré, remplacé non pas par le pardon, mais par l'indifférence. Pardonner aurait signifié qu'ils comptaient encore. Or, ils ne comptent plus. Ils sont devenus des personnages d'une vieille histoire triste, une histoire qui ne me définit plus. Ma vie a pris une nouvelle direction. J'ai rencontré un homme, un professeur d'histoire patient et bon, qui a su voir au-delà de mes cicatrices. Il connaît mon passé, honore la mémoire d'Antoine et d'Élise, et m'a appris que l'amour pouvait être un refuge, pas un champ de bataille. Ma famille choisie, mes amis, ma tante Geneviève, sont devenus les piliers de mon existence. Je ne pouvais pas garder l'argent restant de mon combat. Il était entaché de trop de douleur. Avec celui-ci, j'ai créé la Bourse Élise-Antoine. Chaque année, elle est décernée à une jeune étudiante issue d'un milieu défavorisé qui souhaite poursuivre des études en sciences, en particulier en cardiologie ou en astronomie. C'est leur héritage. Leur amour de la connaissance, des étoiles et de la vie continue de briller à travers d'autres. Je suis aussi devenue bénévole active au sein d'une association qui soutient les familles endeuillées et celles qui luttent contre les maladies cardiaques génétiques. Je partage mon histoire, non pas pour attirer la pitié, mais pour dire aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Pour transformer ma douleur en un pont, pour que personne d'autre n'ait à traverser cet océan de chagrin sans une main tendue. Ma vengeance finale n'a pas été de les détruire, mais de construire quelque chose de beau sur les ruines qu'ils avaient laissées. C'était de prouver que leur vision cynique du monde, où tout est calcul et intérêt, était fausse. C'était de transformer la plus grande injustice en un legs de générosité. Certains diront que j'ai été impitoyable. Mais je crois que j'ai simplement rendu les leçons que j'avais reçues. Ils m'ont appris que l'amour avait un prix. Je leur ai simplement présenté la facture. Avez-vous déjà transformé une perte douloureuse en une force pour aider les autres? Si mon histoire a résonné en vous, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Parfois, le simple fait de partager peut être le premier pas vers la guérison. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like si vous pensez que la justice, sous une forme ou une autre, a été rendue, et de vous abonner pour plus d'histoires sur la résilience de l'esprit humain.